Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un équipement qui peut parfois faire un peu peur, mais qui est absolument crucial pour la sécurité en mer, la radio VHF. C'est vraiment l'outil qui peut faire toute la différence entre un petit pépin et une vraie galère. Alors c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors voilà la grande question que tout le monde se pose. On a tous le téléphone dans la poche, H24. Alors pourquoi s'embêter avec une radio ? Eh bien la réponse est super importante et vous allez voir, elle est sans appel. Bon, mettons-les face à face. Le téléphone portable, on sait tous ce que ça donne. Dès qu'on s'éloigne un peu des côtes, plus de réseau, fini. Si on doit donner l'alerte, on appelle une seule personne, en croisant les doigts pour qu'elle réponde. Et la localisation, c'est un vrai casse-tête pour les secours. La VHF, c'est tout l'inverse. La communication, elle, est directe, donc fiable. L'alerte est générale, tous les bateaux autour et les secours du CROSS l'entendent en même temps. Et le top du top, avec la technologie ASN, la localisation est quasi instantanée. Franchement, il n'y a pas photo. En mer, la VHF, c'est la seule vraie ligne de vie. Allez, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi c'est une ligne de vie. Ensuite, comment bien choisir son équipement. On passera aux règles licence, c'est important. Puis le cœur du sujet, l'appel qui peut sauver. Et on finira avec la checklist à avoir en tête avant chaque sortie. On insiste bien sur ce point. La VHF, ce n'est pas juste un gadget. C'est tellement important que depuis 2017, c'est même obligatoire pour naviguer entre 6 et 60 milles d'un abri. La raison est simple, c'est le seul et unique moyen de communiquer de façon certaine avec les autres bateaux et surtout avec les fameux CROSS, les centres de sauvetage en mer. Ok, maintenant que l'importance est bien claire, passons à du concret. Quel type de VHF faut-il choisir ? En gros, il y a deux grandes familles et le choix va vraiment dépendre du type de navigation que l'on pratique. D'un côté, on a la VHF portable. C'est super pratique, on peut l'avoir sur soi, mais sa puissance est limitée à 6 watts. Ça donne une portée d'environ 3 à 5 milles. De l'autre, la VHF fixe. Là, on change de dimension, jusqu'à 25 watts de puissance. Comme elle est reliée à une antenne, souvent en haut du mât, sa portée grimpe à une vingtaine de milles. C'est d'ailleurs elle qui est obligatoire pour la navigation semi-hauturière. Et là, attention, voici la technologie qui a tout révolutionné, l'ASN ou DSC en anglais. C'est un système numérique qui fait de la VHF une sorte de balise de détresse intelligente. Surtout quand elle est connectée à un GPS, elle fait bien plus que juste transmettre la voix. La beauté de l'ASN, c'est sa simplicité. En cas de détresse absolue, il suffit d'appuyer sur le bouton « Distress ». C'est tout. Le système envoie alors automatiquement l'identifiant unique du bateau, le MSSI, et sa position GPS exacte au secours. Fini le besoin de hurler sa position dans la tempête, la machine le fait toute seule. C'est un gain de temps et de précision qui, concrètement, sauve des vies. Bien évidemment, un outil aussi puissant s'accompagne de quelques règles. C'est le petit côté administratif, d'accord, mais c'est totalement indispensable pour utiliser sa radio légalement et surtout pour qu'elle soit vraiment efficace. Ce tableau résume tout ça très bien. En France, pour une petite VHF portable de moins de 6 watts et sans ASN, pas besoin de qualification particulière. Par contre, dès qu'on a une VHF fixe ou n'importe quel modèle avec ASN, il faut au minimum le permis plaisance. Et si on sort des eaux françaises, là c'est simple. Le CRR est obligatoire, peu importe la radio. Le CRR, c'est donc la qualification de la personne. C'est l'examen qui valide qu'on sait se servir de la radio, qu'on connaît les procédures, la réglementation. C'est vraiment, pour faire simple, le permis de conduire de l'opérateur radio. Et attention, il ne faut pas confondre le CRR avec la licence. La licence, elle, est délivrée par l'ANFR et elle est liée au bateau, pas à la personne. C'est la carte d'identité de l'installation radio à bord. Et c'est cette licence qui attribue le fameux numéro MMSI, cet identifiant unique à 9 chiffres, qui est le vrai passeport radio du navire. On en arrive maintenant au cœur du réacteur. Comment on se sert de cette radio concrètement ? Parce qu'avoir le bon matériel, c'est bien, mais savoir passer l'appel correctement, c'est ce qui va vraiment enclencher toute la chaîne des secours. S'il y a un seul unique chiffre à retenir, c'est celui-là, le canal 16. C'est le numéro d'urgence universel partout dans le monde. Ce canal est donc réservé à la détresse, à la sécurité et aux appels. Tous les navires, toutes les stations côtières sont en veille permanente dessus. Le mot d'ordre ici, c'est la discipline. On doit y être bref. On prend contact et on bascule tout de suite sur un autre canal, un canal de travail, pour laisser la fréquence d'urgence libre. Voilà le mot que personne n'espère jamais avoir à prononcer. C'est l'appel de détresse ultime. On le répète toujours 3 fois, pour être sûr qu'il soit bien entendu et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. On ne lance un Mayday que dans une situation extrême. Un incendie à bord, un naufrage, une personne à la mer, bref, un danger qui est à la fois grave et immédiat pour le bateau ou pour une vie. C'est un appel qui déclenche des moyens énormes, il ne faut jamais l'utiliser à la légère. Juste en dessous du Mayday, il y a le deuxième niveau d'alerte. Lui aussi, on le répète 3 fois pour que le message soit clair.
Le pan-pan signale une situation d'urgence, mais sans ce danger immédiat pour la vie. Par exemple, une panne moteur qui laisse le bateau à la dérive, un démétage sans blessé grave, ou encore une blessure à bord qui demande une assistance mais qui n'est pas critique. Et enfin, le troisième type de message important, toujours répété 3 fois lui aussi. L'appel sécurité n'est pas une demande d'aide. Il sert à diffuser une information importante pour tous les autres navigateurs dans le coin. Ça peut être la présence d'une épave, d'un conteneur qui flotte entre deux eaux, un avis de coup de vent qui arrive. C'est un message de solidarité entre gens de mer. Pour finir, tout ça nous ramène à une seule chose, la préparation. La sécurité en mer, ça ne commence pas au large, ça commence au port. C'est la responsabilité du chef de bord de s'assurer que tout est OK avant même de larguer les amarres. Ce petit pense-bête est vraiment le meilleur allié avant chaque départ. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la licence est bien à bord et à jour? Le MSI est-il bien programmé? Le couplage avec le GPS, c'est vérifié? L'antenne et les câbles ont l'air en bon état? Est-ce qu'on a fait un petit essai radio? La veille du canal 16 est bien active? Et surtout, est-ce que les consignes d'appel sont affichées près de la radio? Et est-ce que l'équipage a été briefé? Chaque oui à ces questions, c'est un grand pas vers une sortie en mer plus sûre. Et on termine là-dessus, la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire du capitaine. Si jamais il arrive un pépin et que le chef de bord est hors jeu, il faut que quelqu'un puisse prendre le relais. Montrer à son équipage comment on allume la radio et comment on appuie sur ce fameux bouton distress, ça prend littéralement 30 secondes. 30 secondes qui peuvent tout changer. C'est une chose à laquelle il faut vraiment penser.